Le 29 janvier 2025, une alliance militaire surgit au cœur du Sahel. Au même instant, près de 40% du territoire burkinabé reste exposé aux attaques djihadistes, révélant un contraste brutal entre ambition stratégique et réalité du terrain. Que doit vraiment comprendre l'observateur lointain lorsque Ibrahim Traoré revendique une rupture totale avec l'ordre ancien, alors même que la violence persiste? Derrière ces chiffres opposés se dessine déjà un possible basculement régional, fragile, contesté, mais lourd de conséquences pour l'avenir politique de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette séquence promet une lecture claire d'un objet politique encore mal compris. L'objectif n'est pas de célébrer une alliance naissante, ni d'en prédire l'échec, mais d'expliquer ce qu'elle change concrètement pour la région et pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Le bénéfice pour le lecteur est simple. Disposer de repères fiables pour évaluer une recomposition sécuritaire en temps réel. L'enjeu dépasse la stricte coopération militaire. Il touche à la souveraineté, à la capacité de décision autonome et à la redéfinition des partenariats extérieurs dans un espace longtemps structuré par des influences concurrentes. Comprendre cette alliance, c'est aussi comprendre pourquoi certains États acceptent aujourd'hui des risques politiques élevés pour tenter de corriger des impasses anciennes. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, retenons ceci. Une alliance militaire régionale vise à mutualiser commandement, renseignement et projection afin de modifier durablement un rapport de force défavorable. À ce stade, une question guide l'analyse. Cette structure émergente peut-elle produire des effets mesurables sans se fracturer sous le poids de ses propres tensions internes? La mini-révélation tient en deux faits rapprochés. Le 29 janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel est officiellement annoncée, alors qu'environ 40% du territoire du Burkina Faso demeure sous pression djihadiste. Ce décalage chiffré révèle que la coalition ne naît pas d'une victoire, mais d'une urgence stratégique assumée. Ce point est essentiel pour comprendre la logique de départ. L'Alliance ne cherche pas à consolider un ordre stabilisé. Elle tente d'enrayer une dynamique négative, déjà profondément installée. Depuis plusieurs années, les dispositifs sécuritaires nationaux ont montré leurs limites. Les groupes armés, capables d'opérer sur plusieurs frontières en un laps de temps réduit, ont exploité la fragmentation des réponses étatiques. Dans ce contexte, l'isolement décisionnel est devenu un handicap structurel. C'est ici qu'intervient la figure d'Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir en 2022, il engage progressivement une restructuration de l'appareil militaire burkinabé et multiplie les signaux de rupture avec les cadres régionaux et internationaux existants. Cette trajectoire s'inscrit dans un mouvement plus large. Au Mali comme au Niger, la persistance des attaques et l'essoufflement des partenariats traditionnels alimentent ce qu'en est une remise en question similaire. Les trois États convergent alors vers une même conclusion. Continuer séparément revient à subir ensemble. Le basculement hors de la CEDEAO marque une étape décisive. Il ne s'agit pas seulement d'un geste diplomatique, mais d'un indicateur de profondeur stratégique. En se retirant d'un cadre régional ancien, les trois pays acceptent un coup politique immédiat pour tenter de reconstruire une capacité d'action autonome. L'Alliance devient ainsi le prolongement logique de cette rupture, offrant un cadre commun à des armées jusque-là coordonnées de manière ponctuelle et souvent inefficace. La question ouverte au début se précise alors. Si cette coalition est née dans l'urgence, peut-elle transformer cette contrainte initiale en avantage opérationnel durable, ou restera-t-elle prisonnière des fragilités qui l'ont rendue nécessaire? Dans cette architecture encore fragile, un personnage s'impose comme fil directeur, Ibrahim Traoré. Son rôle ne se limite pas à celui d'un chef d'État engagé dans une coalition régionale. Il agit comme un point de convergence entre des appareils militaires longtemps désynchronisés. Sa stratégie repose sur une idée simple: resserrer la chaîne décisionnelle pour réduire les délais d'action, même au prix de frictions politiques initiales. Un premier cas permet d'en mesurer les effets. Dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et le Mali,
Des opérations conjointes appuyées par un partage direct du renseignement ont repoussé plusieurs offensives de groupes armés. Là où les réponses nationales nécessitaient auparavant plusieurs jours de coordination, les décisions sont désormais prises en quelques heures. Cette compression du temps opérationnel modifie le rapport de force dans un environnement où la mobilité est déterminante. Un second cas apparaît plus à l'est, dans le nord du Niger. L'intégration de moyens aériens communs élargit la couverture des zones sensibles et sécurise des axes régulièrement ciblés par des embuscades. Le commandement unifié réduit les doublons logistiques et permet un déploiement plus rationnel des ressources, sans augmentation massive des effectifs engagés. Ces résultats restent partiels et inégaux, mais ils dessinent une tendance claire. Lorsque la décision circule plus vite que la menace, les marges d'erreur se resserrent et l'initiative change de camp. Le point clé n'est donc pas la puissance brute, mais la synchronisation. En une phrase, voilà ce que cela change. La viabilité de l'Alliance dépend moins de ses moyens que de sa capacité à rester coordonnée sous pression. Tout commence par un déclenchement brutal. En 2024, les attaques djihadistes connaissent une escalade simultanée sur plusieurs frontières du Sahel central. Des groupes armés frappent en chaîne, parfois à quelques dizaines d'heures d'intervalle, exploitant la lenteur des coordinations nationales. Les états-majors réagissent, mais de manière dispersée. Les chaînes de commandement sont saturées. Chaque armée agit sur son segment, sans vision d'ensemble, tandis que les groupes insurgés imposent leur tempo. Dans ce climat de pression continue, une idée s'impose progressivement. La réponse fragmentée n'est plus tenable. Ibrahim Traoré formule publiquement cette rupture stratégique, en insistant sur la nécessité d'un mécanisme commun capable d'agir au-delà des frontières administratives. Les signaux s'accumulent. Réunions bilatérales accélérées, échanges d'informations plus fréquents entre états-majors, consultations diplomatiques parallèles entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. Le mouvement reste discret, mais la direction est déjà fixée. Vient ensuite la phase d'activation. Le retrait coordonné des trois États de la CEDEAO marque un point de non-retour. Ce choix ne relève pas d'un simple désaccord institutionnel. Il ouvre un espace pour refonder entièrement les relations sécuritaires régionales. Le 29 janvier 2025, l'annonce officielle de l'Alliance des États du Sahel entérine cette recomposition. En quelques heures, des protocoles communs sont validés, des zones de responsabilité partagées définies et un premier noyau de commandement centralisé mis en place. Les chiffres traduisent dans cette accélération. Environ 90 000 soldats sont intégrés dans une même architecture opérationnelle. Plus de 300 chars et 470 véhicules blindés deviennent mobilisables selon des priorités communes. Une force aérienne combinée d'environ 60 appareils est répartie sur plusieurs théâtres, mais l'essentiel n'est pas l'addition des moyens, c'est leur orchestration simultanée. La bascule intervient lors des premières opérations coordonnées. Les unités burkinabées se repositionnent vers le nord, appuyées par des détachements maliens sur les axes secondaires. Au Niger, la surveillance aérienne se renforce dans les zones où les incursions étaient récurrentes. Les groupes armés testent rapidement le dispositif, lançant des offensives éclairs. La réponse est plus rapide que par le passé. Les fenêtres d'opportunité se referment plus tôt. L'effet de surprise change de camp. Un épisode cristallise cette transition. Dans une zone triangulaire, et au croisement des trois pays, une attaque de grande ampleur déclenche la première opération pleinement intégrée de l'Alliance. Le renseignement est certes partagé en amont. L'exécution terrestre est assurée par des unités burkinabées. Le soutien aérien nigérien verrouille les axes de fuite. Le commandement central valide les manœuvres en temps réel. L'opération est plus courte que prévu. Les insurgés sont repoussés. Les pertes civiles restent limitées. Les répercussions s'installent ensuite. Certaines zones sensibles enregistrent une baisse notable des attaques. Les déplacements forcés diminuent localement. Des corridors logistiques rouvrent, permettant une reprise partielle des échanges ruraux. Ce momentum renforce la position politique d'Ibrahim Traoré au sein de l'Alliance.
tout en révélant de nouvelles tensions. Répartition des ressources, hiérarchie implicite, inquiétude face au poids croissant du Burkina Faso. La dynamique était désormais claire. Chaque succès opérationnel consolide l'alliance, mais chaque avancée accentue aussi les frictions internes. La question ouverte reste entière. Cette cadence imposée peut-elle être soutenue sans fragiliser l'équilibre politique du dispositif? Le raisonnement chiffré de l'Alliance des États du Sahel repose sur une logique simple. Établir un état initial mesurable, puis observer l'écart produit après la mise en œuvre des opérations conjointes. Le premier repère concerne le contrôle territorial. Avant la création formelle de l'Alliance, près de 40% du territoire du Burkina Faso restait exposé aux groupes djihadistes. Ce baseline illustrait l'incapacité des réponses nationales isolées à enrayer une dynamique de fragmentation sécuritaire durable. Le delta apparaît dans les mois qui suivent la mise en place du commandement unifié. Les rapports internes évoquent une baisse d'environ 30% des attaques dans plusieurs zones frontalières critiques sur une période de 6 mois. Cette variation n'indique pas une victoire définitive, mais elle signale une rupture de tendance. Là où la violence progressait ou stagnait, elle recule désormais de manière mesurable, même si l'intensité reste inégale selon les secteurs. Un second indicateur porte sur la pression humaine. Au début de 2025, les déplacements internes au Burkina Faso continuaient d'augmenter, sous l'effet combiné des attaques et de l'insécurité routière. Ce baseline plaçait les autorités face à une saturation progressive des capacités logistiques et humanitaires. 6 mois après l'intégration complète des mécanismes conjoints, les données disponibles font état d'une réduction d'environ 20% des déplacements forcés dans certaines régions. Le delta suggère que la sécurisation plus rapide des localités menacées limite les mouvements de fuite, sans pour autant les supprimer. Le troisième repère concerne les moyens militaires intégrés. L'Alliance rassemble environ 83 000 soldats, plus de 300 chars, 470 véhicules blindés et une flotte aérienne combinée d'environ 160 appareils. Pris isolément, ces chiffres n'ont qu'une valeur descriptive. Le baseline correspondait à des forces opérant en parallèle, avec une coordination minimale et des délais décisionnels longs. Le delta réside dans la fluidité nouvelle du renseignement et de la projection. Une information collectée au Niger peut désormais déclencher une opération burkinabé appuyée par une couverture aérienne malienne. Mécanisme difficilement envisageable avant janvier 2025. Chaque chiffre appelle une lecture prudente. La baisse des attaques reste concentrée sur certaines zones. La diminution des déplacements n'efface pas la vulnérabilité structurelle des populations rurales. La masse des moyens ne garantit pas une supériorité automatique. Toutefois, pris ensemble, ces indicateurs dessinent une évolution cohérente. La coordination modifie la vitesse et la portée de l'action. Dans cette transformation, Ibrahim Traoré occupe une position charnière. En soutenant un modèle centralisé, il favorise l'obtention de résultats rapides, tout en accentuant la sensibilité politique du dispositif. Le gain opérationnel s'accompagne d'un coût de gouvernance. La question qui se referme ici est directe. Ces deltas observés traduisent-ils une amélioration durable ou seulement une parenthèse rendue possible par un alignement temporaire des volontés? La première lecture, dans sa forme la plus robuste, considère l'Alliance des États du Sahel comme la première réponse réellement cohérente à l'effondrement sécuritaire de la région. Selon cette position, les années de dispositifs fragmentés ont permis aux groupes armés d'exploiter les frontières et de contrôler jusqu'à près de 40% du territoire burkinabé. L'unification militaire, portée notamment par Ibrahim Traoré, corrige ce défaut structurel. Elle crée une chaîne de commandement resserrée, fluidifie le partage du renseignement et élargit la capacité de projection grâce à la mutualisation des moyens terrestres et aériens. Dans cette perspective, sans structure commune, aucune stabilisation durable ne serait envisageable,
car les armées nationales resteraient condamnées à réagir plutôt qu'à anticiper. La seconde lecture avance un diagnostic tout aussi solide, mais inverse. Elle souligne que l'Alliance introduit des fragilités internes susceptibles de produire de nouveaux déséquilibres. Le rôle central du Burkina Faso est perçu comme un facteur de domination implicite, alimentant les inquiétudes du Mali et du Niger quant à l'équité du partenariat. À cela s'ajoute l'implication croissante de partenaires extérieurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie, qui pourraient transformer l'Alliance en terrain de compétition géopolitique. Selon cette analyse, les gains actuels risquent de s'éroder si les tensions internes s'intensifient ou si les groupes armés adaptent leurs modes opératoires plus rapidement que la coalition. La réponse la plus convaincante consiste à articuler ces deux positions plutôt qu'à les opposer. Les données disponibles montrent que la coordination militaire a déjà produit des effets mesurables, notamment une réduction des attaques et une amélioration de la mobilité territoriale. Dans le même temps, les frictions politiques ne sont pas hypothétiques, elles sont observables et récurrentes. Le point de synthèse est clair. L'Alliance n'est ni une solution miracle, ni un facteur de déstabilisation automatique. Elle fonctionne comme un amplificateur. Lorsque la cohésion est si maintenue, les gains s'accumulent. Lorsqu'elle se fissure, les risques augmentent. La variable déterminante reste donc la discipline stratégique collective, plus que la puissance militaire brute. En somme, on observe un progrès réel mais instable. Cette phrase résume le point médian de l'analyse. L'alliance des États du Sahel avance, non pas parce que ses fragilités ont disparu, mais parce que la menace extérieure oblige ses membres à rester alignés malgré leurs divergences. Ce paradoxe change la lecture de la dynamique en cours. Un détail souvent relégué au second plan éclaire cette situation. La montée en puissance opérationnelle du Burkina Faso modifie subtilement les équilibres internes de la coalition. Dans plusieurs échanges entre états-majors, le Mali et le Niger expriment des réserves sur le poids croissant de Ouagadougou dans les décisions stratégiques. Cette inquiétude ne bloque pas l'action, mais elle introduit une zone de friction permanente. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus complexe. Il ne s'agit plus seulement d'accélérer la cadence militaire, mais de contenir les tensions politiques générées par cette accélération. Chaque opération réussie renforce sa légitimité opérationnelle, tout en augmentant les attentes et les suspicions de ses partenaires. Un épisode l'illustre. Lors d'une opération conjointe dans le nord du Mali, des divergences sur la répartition des responsabilités entraînent un retard de quelques heures. Pourtant, la coordination aérienne permet de verrouiller la zone et d'atteindre l'objectif initial. Le mécanisme fonctionne, mais au prix d'un ajustement constant. La révélation est donc nette. L'alliance progresse, mais sur un fil étroit, où la cohésion politique devient aussi cruciale que l'efficacité militaire. Les effets de l'alliance des États du Sahel ne se distribuent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon la position de chaque acteur dans l'écosystème sécuritaire, économique et politique de la région. 4 groupes permettent d'en mesurer la portée réelle. Si l'on regarde État et des appareils militaires, pour les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la première conséquence est une reprise partielle de l'initiative stratégique. La coordination réduit les angles morts et améliore la continuité des opérations. Les chaînes de décision gagnent en vitesse, ce qui limite la capacité des groupes armés à exploiter les frontières. Cette dynamique renforce la crédibilité interne des autorités, en particulier celle d'Ibrahim Traoré, dont le rôle moteur dans l'Alliance consolide une image de leadership sécuritaire. En contrepartie, la centralisation accrue accroît les tensions sur la répartition des responsabilités et sur l'équilibre du pouvoir entre partenaires. Si l'on regarde entreprises et de l'économie locale, pour les acteurs économiques, l'impact est indirect mais tangible. La sécurisation relative de certains axes logistiques
permet une reprise partielle des flux commerciaux, notamment dans les zones rurales auparavant paralysées par les embuscades. Les marchés agricoles recommencent à fonctionner de manière plus régulière, réduisant les pertes liées aux ruptures de transport. Toutefois, cette amélioration reste fragile. L'incertitude politique et les sanctions extérieures limitent encore les investissements à moyen terme. Les entreprises opèrent dans un environnement où le risque a diminué, sans pour autant disparaître. Si l'on regarde civils et des communautés locales, pour les populations, les conséquences sont d'abord perceptibles dans le quotidien. La baisse des attaques dans certaines zones crée des fenêtres de stabilité. Les déplacements redeviennent possibles sur des trajets auparavant évités. Des villages voient revenir une partie de leurs habitants. Ce répit alimente un soutien populaire prudent envers l'Alliance, en particulier au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré est associé à une volonté de reprise du contrôle territorial. Mais cette amélioration reste inégale. Dans les zones encore exposées, la perception d'une sécurité à deux vitesses nourrit des attentes élevées et parfois frustrées. Si l'on regarde les acteurs régionaux et internationaux, à l'extérieur, l'Alliance redessine les équilibres. Les États voisins observent avec attention cette structure émergente, craignant un effet d'entraînement sur les cadres régionaux existants. Les partenaires extérieurs, comme la Russie, la Chine ou la Turquie, voient s'ouvrir de nouveaux espaces d'influence, tandis que les puissances occidentales réévaluent leur posture. Cette recomposition place l'Alliance au centre d'un jeu géopolitique plus large, où chaque avancée sécuritaire a des répercussions diplomatiques. Au total, les conséquences forment une mosaïque contrastée. Les gains sont réels, mais conditionnels. La question devient alors centrale. Cette redistribution des effets peut-elle rester équilibrée si la cohésion politique de l'Alliance venait à s'affaiblir? L'évolution de l'Alliance des États du Sahel dans les mois à venir peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts. Ils ne relèvent pas de la prédiction, mais d'une lecture structurée des dynamiques déjà observables: efficacité militaire, cohésion politique et pression géopolitique. L'Alliance fonctionne comme un système sensible, où chaque variable influence les autres. Un premier scénario, celui d'une stabilisation prudente, se dessine. Dans cette trajectoire, la coalition maintient son niveau actuel de coordination. Les opérations conjointes continuent de réduire les capacités des groupes armés dans certaines zones, sans provoquer de basculement décisif. Les tensions internes persistent, mais restent contenues par la perception d'un intérêt commun supérieur. Les partenariats extérieurs se poursuivent de manière mesurée, permettant de maintenir les capacités matérielles sans accélération majeure. La sécurité progresse lentement, de façon inégale, mais suffisamment pour éviter une détérioration générale. Un deuxième scénario, plus favorable, repose sur une consolidation et une montée en puissance. Ici, les ajustements politiques internes portent leurs fruits. Le Mali et le Niger acceptent plus clairement la centralité opérationnelle du Burkina Faso, en échange de mécanismes de décision plus transparents. Ibrahim Traoré parvient à transformer son rôle moteur en fonction d'arbitrage plutôt que de domination. Les victoires militaires se multiplient, renforçant la baisse des attaques et la sécurisation des axes clés. Les partenaires extérieurs intensifient leur soutien technique, améliorant les capacités de surveillance et de renseignement. L'Alliance gagne en lisibilité et en crédibilité régionale. Un troisième scénario, plus défavorable, correspond à une fragmentation progressive. Dans cette hypothèse, les tensions internes s'aggravent. Les divergences sur la répartition des responsabilités deviennent signes publics et ralentissent la prise de décision. Les groupes armés exploitent ces fissures pour relancer des offensives ciblées. En parallèle, les pressions diplomatiques extérieures s'accentuent, tandis que certains soutiens deviennent plus conditionnels. L'Alliance ne s'effondre pas brutalement, mais perd en cohérence, réduisant son efficacité globale. Pour lire ces scénarios, une recommandation s'impose. Observez en priorité la qualité du mécanisme décisionnel. C'est là que se jouera l'équilibre,
entre progrès sécuritaire et fragilisation politique. Au-delà des cartes militaires et des communiqués officiels, l'Alliance des États du Sahel transforme les perceptions et les attentes de plusieurs catégories de public. Ces effets, plus diffus, permettent de mesurer l'impact réel de la coalition sur les trajectoires individuelles et collectives. Pour les habitants du Sahel, les familles vivant dans les zones rurales ou périurbaines, la réduction partielle des violences ouvre un espace psychologique nouveau. Les déplacements, longtemps perçus comme des risques majeurs, redeviennent possibles sur certains axes. Des activités économiques de base reprennent et des formes de sociabilité locale se reconstituent. Cette amélioration reste fragile, mais elle modifie le rapport au quotidien. Dans ce contexte, l'image d'Ibrahim Traoré s'ancre davantage dans une fonction de protection territoriale, ce qui renforce sa légitimité auprès d'une partie de la population burkinabé. Pour la diaspora africaine, les communautés installées hors de la région, l'Alliance suscite un sentiment ambivalent. D'un côté, elle incarne une affirmation de souveraineté face à des cadres perçus comme contraignants. De l'autre, elle alimente des inquiétudes liées à la durabilité de l'effort militaire et au risque d'isolement diplomatique. Cette diaspora joue néanmoins un rôle actif, en relayant l'information, en soutenant financièrement certaines initiatives locales et en influençant les débats dans les pays d'accueil. Pour les jeunes et les acteurs sociaux, les jeunes générations, majoritaires démographiquement, perçoivent l'alliance comme une possible rupture avec un cycle d'instabilité prolongé. La perspective d'une sécurité relative ouvre des horizons éducatifs et professionnels, même limités. Les acteurs sociaux et humanitaires tentent d'anticiper ces changements, tout en soulignant que sans cohésion politique durable, les avancées pourraient rapidement s'inverser. Ces réactions montrent que l'Alliance agit autant sur les imaginaires que sur la sécurité elle-même. Pour que l'Alliance des États du Sahel s'inscrive dans la durée, une trajectoire opérationnelle claire est indispensable. Il ne s'agit plus seulement de réagir à l'urgence, mais de structurer un mécanisme capable de résister aux chocs politiques et militaires. Cette feuille de route repose sur plusieurs étapes complémentaires, où Ibrahim Traoré conserve un rôle central sans pouvoir agir seul. D'abord, il s'agit de stabiliser la gouvernance interne. Chaque État membre doit disposer d'une représentation permanente au sein du commandement unifié, avec un mandat explicitement défini. L'objectif est de réduire les ambiguïtés hiérarchiques et d'éviter les blocages liés aux rivalités nationales. L'indicateur clé réside dans la réduction du temps nécessaire pour valider une décision opérationnelle conjointe. Ensuite, il faut unifier les protocoles de renseignement. La coordination militaire ne peut fonctionner sans un socle informationnel commun. L'harmonisation des systèmes d'alerte, de cartographie des menaces et de partage des données constitue un levier prioritaire. Le succès se mesurera à la capacité de déclencher des réponses conjointes rapides à partir d'une information collectée dans n'importe quel État membre. Puis, il convient de sécuriser les axes logistiques stratégiques. La protection des corridors économiques conditionne la mobilité civile et la reprise des échanges. Des patrouilles mixtes et une surveillance aérienne coordonnée doivent être déployées de manière régulière. La baisse des embuscades et la réouverture durable des marchés régionaux serviront d'indicateurs. Enfin, il faut préserver l'équilibre politique. Un dialogue constant entre les dirigeants reste indispensable pour contenir les tensions internes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré doit agir comme garant de la transparence et de la répartition équitable des responsabilités. La réussite de cette feuille de route déterminera si l'Alliance devient une structure résiliente ou une réponse circonstancielle vouée à s'essouffler. Les premières images évoquées plus tôt reviennent à l'esprit. Ces patrouilles mixtes progressant sur des pistes longtemps abandonnées, ces décisions prises ici en quelques heures, là où il fallait autrefois des jours. Ce motif d'un mouvement fragile mais déterminé traverse toute la trajectoire de l'Alliance des États du Sahel. Il rappelle que le changement ne se manifeste pas par des ruptures spectaculaires, mais par une accumulation de gestes coordonnés. Au centre de cette dynamique,
Ibrahim Traoré incarne une volonté de rupture, assumée, avec les cadres hérités, tout en poursuivant un objectif de continuité sécuritaire. Cette dualité donne à l'alliance une tonalité particulière. Elle nourrit des espoirs réels, sans dissiper les doutes. Chaque avancée renforce la perception d'un contrôle retrouvé, mais chaque tension rappelle la fragilité de l'édifice. Le rappel est essentiel. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit sous contrainte. Les États membres avancent sur une ligne étroite, où l'unité devient une condition de survie politique autant que militaire. Le fil conducteur reste le même que dans les premiers cas observés. Tenir ensemble, malgré les divergences, pour éviter un retour à la fragmentation. La phrase qui s'impose alors est simple et sans emphase. L'avenir du Sahel dépendra de sa capacité à rester uni malgré ses propres failles. L'alliance des États du Sahel ne se résume ni à une carte militaire, ni à une succession d'opérations. Elle ouvre un espace de débat plus large sur la manière dont une région peut tenter de reprendre la maîtrise de son destin dans un environnement contraint. Ce mouvement encore inachevé interpelle autant les décideurs que les observateurs, les citoyens concernés que ceux qui regardent de loin. Pour certains, cette alliance symbolise une affirmation nécessaire de souveraineté. Pour d'autres, elle soulève des interrogations légitimes sur l'équilibre du pouvoir, la durabilité des choix stratégiques et le coût politique d'une rupture prolongée avec les cadres existants. Ces lectures ne s'excluent pas, elles coexistent et nourrissent en une discussion indispensable. S'engager dans cette réflexion ne signifie pas prendre parti, mais accepter la complexité. Comprendre les mécanismes à l'œuvre, suivre leurs évolutions, questionner leurs effets réels sur les sociétés locales. C'est ainsi que le débat gagne en profondeur et en utilité. La transition en cours au Sahel ne dépend pas uniquement des alliances ou des dirigeants, elle dépend aussi de la qualité du regard porté sur elle. Alors, selon vous, quels critères permettront réellement de juger si cette alliance marque un tournant durable ou seulement une étape transitoire ?